You can go ahead and continue. Sorry to interrupt. OK. Alors, vous avez ici, by the way, do you see me when I point with a pointer on the screen? Or? I can, yes. Yeah, OK, good. Donc, on voit le trophozoïte. En général, il y a deux formes du parasite qui existent. C'est le kyste et le trophozoïte. Donc, le kyste, lui, il ne cause pas de problème en soi, mais il permet la transmission d'une personne à l'autre. Et il y a le trophozoïte qui est la forme active, vivante, qui, elle, cause les manifestations en envahissant les tissus, en mangeant les globules rouges, etc. Alors, donc il y a quand même pas mal d'amibes au niveau de notre tube digestif, et heureusement, la plupart sont non pathogènes, donc Hartmanni, E. coli, Polecki, Endolimax nana, Gingivalis, Ionemer-Wuchli, et il y a notre fameux Blastocystis hominis, dont la pathogénicité est controversée, mais dans la grande majorité des cas, on le considère comme un non pathogène. Donc, c'est une maladie qui est importante. Elle touche les enfants et les adultes. Donc, les adultes, c'est plus les abcès au niveau du foie, tandis que l'enfant, il souffre plus de dysentérie. Et on estime qu'il y a environ 50 millions de cas d'infections invasives et 100 000 décès par an. Le problème, c'est que avant, pour faire les études épidémiologiques de prévalence, on se basait davantage sur la microscopie, et on s'est rendu compte qu'il y a une autre amibe, Atabeoa dispar, qui elle est non pathogène, mais qui est essentiellement la même morphologie et indistinguable de Histolytica à la microscopie, et elle est aussi plus prévalente. Donc ça a faussé un peu les études de prévalence. Mais on peut dire quand même que c'est une maladie très importante. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais dans plusieurs pays, les études de séroprévalence peuvent indiquer une prévalence de au moins 7 à 10% des gens qui ont des anticorps contre la maladie. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la maladie, mais qui n'ont pas eu de symptômes. Et c'est le cas, on dit qu'il y a environ entre 70 et 90% des personnes infectées qui vont demeurer asymptomatiques, et c'est qu'une minorité qui vont développer la maladie. Alors le cycle est très simple, donc c'est un cycle fécal-oral. Donc l'individu ingère les kystes. Une fois qu'ils sont ingérés, ils passent au niveau du tube digestif. Il y a des kystements dans le petit intestin, et le protozoaire se divise. Donc une partie va se transformer en trophozoïte, qui va causer les problèmes au niveau de l'intestin, au niveau du poumon, au niveau du foie. Et l'autre partie va se transformer en kystes, et ces kystes-là vont être éliminés dans l'environnement, et c'est eux qui vont permettre à l'infection d'être transmise. Les trophozoïtes dans l'environnement se désintègrent extrêmement rapidement. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que quand on collecte les selles, en général, on les met immédiatement dans du SAF, donc c'est un liquide qui va préserver les parasites, parce que justement, les trophozoïtes les intègrent tellement vite qu'il faut le mettre immédiatement dans ce liquide-là pour qu'on puisse les voir au microscope. Donc, en général, c'est une maladie humaine, donc le réservoir, c'est l'humain, et la transmission, s'acquiert de personne à personne ou par l'intermédiaire d'eau ou d'aliments. Donc, il y a aussi une transmission entre personnes directement dans les institutions, par exemple les déficients mentaux, les prisonniers, les personnes âgées en foyer. Et c'est à ce moment-là une contamination fécale-orale. Donc l'individu élimine les
les kystes et la personne se contamine les mains et il y a une contamination. Et finalement, les gens finissent par avaler ces kystes et attrapent l'infection. Il y a aussi la transmission orale anale, donc chez les patients, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, donc qui va causer des problèmes au niveau de la transmission. Donc la prévalence est plus élevée dans ce groupe et aussi ils ont des manifestations un peu différentes, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, évidemment, les personnes qui manipulent les aliments, qui travaillent dans la restauration, dans les cuisines, qui sont infectées, peuvent contribuer à la transmission de la maladie. Donc, l'amibiase, il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est évidemment les pays tropicaux où est-ce qu'on retrouve beaucoup de ces parasites. Et puis, donc il y a le Mexique, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique, certaines régions du Moyen-Orient, l'Asie du Sud et du Sud-Est. Alors, j'ai regardé hier pour voir si le problème existe en Haïti et je suis tombé sur une étude intéressante qui a été faite en 2014, donc une étude assez récente, qui montrait que, bon, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une étude en cours sur la filariose lymphatique, donc ils suivent prospectivement des cohortes et ils avaient aussi fait des prises de sang et collecté les selles et donc on peut dire que la plupart des enfants sur une période de 10 ans ont été infectés par Entamoeba histolytica et aussi ils avaient regardé dans cette étude-là le Giardia et le Cryptosporidium qui sont quand même fortement prévalents. Alors, vous voyez, par exemple, ils disent ici, parmi les 142 enfants qui ont été étudiés de 1990 à 1999, 90% ont un épisode sérologique, donc avec E. histolytica, et que ça commence à partir d'1 an, et le pic augmente vers les 2 à 4 ans. Et c'est intéressant parce que cette étude a utilisé la sérologie. Et la sérologie nous permet quand même de distinguer une infection de E. histolytica par rapport à Dispar ou Moscovici, parce que ce sont les Dispar et Moscovici ne causent pas de montée d'anticorps parce qu'ils sont non invasifs et non pathogènes. Donc dès qu'il y a des anticorps, c'est qu'il y a eu un contact avec histolytica. Alors le kyste mesure 12 à 15 micromètres, il peut contenir 4 noyaux dans sa formature ou 1 à 2 noyaux quand il est immature. Le trophozoïte est plus grand, il va de 15 à 20 et il y a un corps chromatinien qui est allongé et un noyau, comme on peut voir ici, et on peut voir le pseudopode qui permet à l'amibe de se déplacer. Et sur l'image d'en haut, on voit donc à l'intérieur du trophozoïte des globules rouges qui ont été ingérés par le trophozoïte. Et dès qu'on voit des globules rouges à l'intérieur d'un trophozoïte, évidemment, c'est une forme invasive. On peut dire donc que c'est histolytica parce que Dispar ne va pas ingérer de globules rouges. Alors, du côlon, en général, parce que c'est là où la pathologie a lieu, il peut y avoir donc extension de la maladie qui peut aller au niveau du foie, au niveau du poumon et au niveau du cerveau, mais le plus souvent c'est au niveau du foie et causer l'abcès amébien du foie. Donc les trophozoïtes pénètrent la paroi, vont dans les petits vaisseaux, remontent la circulation porte et vont au niveau du foie. Et quand c'est des infections qui viennent à partir du système porte, ils vont se localiser d'abord au niveau du côté droit du foie. Alors, bon, ça c'est moins important. Alors, la dysenterie amibienne, donc comme on avait dit,
il y a seulement 10% des gens à peu près qui vont développer la maladie, 10 à 20% des cas, et la personne peut avoir une forme intestinale de légère à fulminante, donc on peut avoir tout le spectre, et classiquement, au milieu, on a la dysenterie. Il y en a qui vont juste avoir de la diarrhée liquide, et il va y avoir qui vont avoir la forme fulminante, et au milieu, on a la dysentérie amibienne. Donc, elle est limitée à la muqueuse, ou alors elle peut carrément être transmurale. Et alors, ce qui est classique, donc, c'est l'ulcère en anglais on dit flask. Donc, c'est comme une espèce de vase avec un col étroit en haut et qui pénètre. On le voit aussi sur l'image à gauche d'un ulcère. Et le trophozoïde pénètre la muqueuse, puis il s'étend en profondeur des deux côtés, comme c'est montré par les deux flèches noires. Alors ici, on a des images au niveau endoscopique, au niveau du côlon. Donc vous voyez des ulcères avec une muqueuse à peu près normale entre les ulcères. Ici, on a une personne qui a des relations sexuelles avec des hommes, et on voit aussi les ulcères. Et là, on a une forme encore plus sévère. Cette fois-ci, c'est avec une personne qui a le VIH, et on voit les ulcères avec la muqueuse quand même qui est un peu hémorragique entre les deux. Puis, avec l'image B, c'est après 6 mois, donc une fois que la personne a été guérie. Et donc, la relation entre le VIH et l'amibiase, donc, on ne pense pas que le VIH augmente la sévérité de l'infection, mais toutefois, il y a quand même, la prévalence est plus élevée dans ce groupe de patients à cause de la transmission qui est augmentée, et il n'y a pas vraiment d'aggravation avec le VIH. Alors, en général, la diarrhée, elle va être de 6 fois par jour, elle va durer environ 4 semaines, et ce qu'on décrit souvent, ce sont des crachats de sel, souvent uniquement composés seulement de mucus et avec du sang, donc des selles afécales, mais avec du mucus et du sang, donc ça c'est assez typique de la dysentérie amibienne. Et l'enfant va faire de la fièvre, tandis que l'adulte n'en fera pas tellement, et il peut y avoir une leucocytose. Il peut y avoir aussi une forme néonatale, donc l'enfant se contamine lors de la sortie, et elle peut être sévère. Donc, chez l'enfant, ça va donner un tableau de sepsis néonatale, comme on le voit, donc un tableau non spécifique avec détresse respiratoire, diminution des boires, hypothermie et diarrhée avec ictère. Il y a un gros foie et l'atteinte néonatale se complique souvent d'un abcès amibien au niveau du foie. Alors, dans les formes sévères, la colite fulminante, la mortalité est quand même très élevée, et on dit que chez l'enfant, c'est une des premières causes de mortalité secondaire à la diarrhée, et donc ça dépasse les 50%, et ça peut aller jusqu'à 80% s'il y a en même temps un abcès, une atteinte au niveau du foie. Donc, il y a une atteinte extensive au niveau de tout le côlon. Il y a aussi de la nécrose, il peut y avoir le mégacolon toxique, il peut y avoir des perforations, et donc la personne va être tachycarde, va être toxique, hypotendue, fièvre. Il y a beaucoup de selles tant qu'il y a un transit, donc jusqu'à 20 selles sanglantes par jour et plus, un ténesme et des crampes abdominales importantes. Donc ça, c'est vraiment les formes sévères qu'on peut avoir. Et donc la perforation va se faire le plus souvent au niveau du cécum et moins au niveau du rectosigmoïde.
Parfois, l'épipleuron va colmater la brèche et donc le tableau va être moins aigu. Il peut y avoir aussi des appendicites associés à la dysentérie amibienne et apparemment elle est plus fréquente au Japon avec les personnes atteintes du VIH, tout simplement parce que la fréquence est élevée chez eux. Et parfois, il peut y avoir une hémorragie, donc qui est secondaire à l'érosion d'une grande artère au niveau du côlon. Donc, si la personne en sort de cette forme fulminante, il peut y avoir donc, comme séquelles des sténoses, rétrécissement à cause de la fibrose post-dysentérie, et il peut y avoir aussi des fistules avec la peau, le vagin ou la vessie. Donc c'est un tableau aussi qui peut ressembler à des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, et il faut se méfier parce que si vous voyez une personne et vous pensez que à cause du tableau clinique, elle a une maladie inflammatoire de l'intestin, vous diagnostiquez une maladie de Crohn, une colite ulcéreuse, et vous les mettez sous corticostéroïdes, vous risquez de déclencher une forme fulminante chez eux. Donc, il faut vraiment être prudent en contexte de pays endémiques, quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, de s'assurer qu'on n'a pas une amibiase sous-jacente, parce qu'on risque de causer un gros problème quand on va les mettre sous corticostéroïdes. Donc, on voit ici une coupe de la muqueuse, on voit les trophozoïdes, donc ils sont ronds comme ça et un peu brunâtres en surface, mais on les voit aussi en profondeur dans la muqueuse. Alors ça, c'est la dysenterie amibienne. Maintenant, on va parler de l'abcès amibien du foie. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, il se localise plus souvent au niveau du lobe droit et il peut survenir quelques semaines après l'épisode de dysentérie ou des années plus tard. Hein, on le voit plus souvent chez les hommes, tandis que la dysenterie, elle, c'est à peu près la même chose au point de vue de la distribution selon le genre. Mais chez les enfants, il n'y a pas de prédominance du sexe. Donc c'est un pourcentage seulement restreint qui vont en même temps avoir l'abcès amibien du foie et on va retrouver des amibes au niveau des selles. Mais si on a des tests qui sont beaucoup plus sensibles que la microscopie, le pourcentage peut s'élever jusqu'à 50 à 70% des cas, on va trouver des amibes au niveau des selles. Alors la présentation est variable, mais classiquement, ce qu'on dit, c'est que c'est un tableau quand même de douleur, de fièvre, douleur à l'hypocondre droit et un shift à gauche avec une leucocytose. Et le foie est extrêmement sensible à la percussion et à la palpation. On peut même avoir une palpation intercostale. Quand on pousse un petit peu dans les espaces intercostaux, ça va faire très mal aux patients. Puis d'autres vont avoir des formes plus insidieuses, mais quand même, on va avoir des signes qui vont nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du foie pour essayer d'avoir une imagerie. Donc, si l'abcès est vraiment volumineux, on peut même avoir un bon mouvement de l'hypocondre droit. Parfois, il peut y avoir un petit ictère, mais habituellement, la fonction hépatique n'est pas perturbée. Si l'abcès est localisé au niveau du lobe gauche, la douleur est référée à l'épigastre. Cette présentation est heureusement moins fréquente, mais elle peut être plus grave. Donc ça, ce sont des images au niveau du foie. Ici, on a une coupe au niveau du foie et on voit les trophozoïdes à l'intérieur du tissu hépatique. Et on a ici les images du foie, d'un abcès au niveau du foie. Et parfois, on a un épanchement réactionnel qu'on voit ici avec la flèche blanche qui l'indique. Le scan de médecine nucléaire aussi qui montre l'abcès. Donc l'atteinte pulmonaire, elle vient en fréquence après celle du foie. Donc elle est le plus souvent une extension d'un abcès du foie qui va traverser le diaphragme
et s'installer au niveau du poumon. Et c'est rarement par voie hématogène. Donc l'abcès, lui, quand il est volumineux, il peut quand même faire bomber le diaphragme du côté droit, comme on le voit sur l'image, et causer des hétélectasies. Et la présentation de l'abcès au niveau du poumon, ça va être évidemment quelqu'un qui va avoir mal, qui va faire de la fièvre, qui va être dyspnéique, il peut cracher du sang et évidemment tousser. Donc on peut avoir, comme on avait dit, une réaction pleurale, donc c'est une effusion, mais parfois il peut y avoir carrément une pleurésie amibienne si l'abcès s'étend dans la plèvre. Quand on a une atteinte au niveau de la plèvre, le nerf phrénique est irrité, puis on va avoir une douleur à l'épaule, donc une douleur référée à l'épaule. Ça doit nous faire penser qu'il se passe quelque chose au niveau de l'espace pleural et faire une imagerie conséquente. Donc dans le parenchyme, il va y avoir une consolidation et il peut y avoir une fistule hépatobronchique, rarement. Et si l'abcès draine dans une branche, on peut à ce moment-là, l'abcès va se vider par cette fistule entre l'abcès et la branche, et on va expectorer, on va cracher le contenu de l'abcès. Parfois, ça peut causer une aspiration, une détresse respiratoire importante, ou alors on peut carrément l'expectorer. Alors, on va expectorer un pus, le pus typique de l'abcès du foie, comme dans le poumon, est un matériel plutôt rouge-brun, chocolaté, particulier. Rarement, comme j'ai dit, il peut y avoir une extension au niveau du cerveau, donc ça donnait un tableau d'abcès cérébral avec fièvre, convulsions, effet de masse, etc. C'est quand même plus rare. Alors, il faut se méfier aussi avec l'amibiase parce que parfois, la paroi va s'hypertrophier à cause de l'infection et ça peut ressembler plutôt à un cancer du côlon. Donc, certains patients vont se présenter avec un tableau de douleur, il peut y avoir une occlusion, il peut y avoir aussi une intussusception. Et donc, penser à cette entité qui peut survenir en dehors d'une amibiase intestinale, donc ça peut vraiment avoir une présentation cancer. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a une suspicion de cancer du côlon, ce ne serait pas mauvais d'éliminer une amibiase, de le traiter et voir si les lésions régressent. De temps en temps, on peut avoir des ulcérations cutanées. Donc, ça, il faut vraiment faire attention avec l'ulcère secondaire à Antenora histolytica parce qu'il progresse à un rythme extrêmement rapide. C'est pas toujours le cas, mais parfois, et assez souvent d'ailleurs, ça le fait. Et il faut les reconnaître immédiatement, les traiter avec du métronidazole pour éviter que l'extension soit terrible, comme on le voit chez cet enfant qui a un énorme ulcère, quand c'est dans les voies génitales aussi, et ça peut survenir aussi quand il y a des fistules entre l'intestin et la peau, et donc donner des ulcères extrêmement importants. Ici, on voit les lésions au niveau génital, donc chez les personnes qui ont des relations entre le pénis et le rectum. Donc, vous voyez la gravité des lésions. Donc, il faut avoir ça vraiment en tête. Parfois, ce sont des ulcérations plus modestes, plus petites, qu'il faut reconnaître et qu'il faut traiter rapidement. Donc,
le kyste au niveau du foie peut rupturer dans la cavité péritonéale et à ce moment-là, on aura un tableau de choc avec dissémination de l'infection et une complication qui est souvent mortelle. Pour le diagnostic, alors c'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile de pouvoir, comme quelqu'un a une diarrhée sanglante, de dire bon, mais on a une colite amibienne, une dysenterie amibienne. Alors on va se baser sur un bon questionnaire, un bon examen physique. Donc au niveau du questionnaire, ça va être de demander bon, le début de la diarrhée, la fréquence, le volume, la consistance, la présence de sang, du pus, de glaire, crampes, ténèbres et fièvre. Tout ça pour voir si c'est un tableau de dysenterie versus une diarrhée plus sécrétoire. Donc dans la dysenterie, on va avoir ténesme, fièvre, crampes, présence de pus, présence de sang. En général, dans les formes sécrétoires, on n'aura pas ces éléments-là. La shigellose, elle va en général donner beaucoup plus de fièvre, surtout chez l'adulte, et avec une plus grande quantité de sel, donc il va y avoir une fréquence de plus de 20, et on a l'air plus malade. Mais c'est sûr que dans les formes fulminantes, les deux sont extrêmement malades. Bon, évidemment, on est parfois obligé de faire un traitement empirique parce que ça peut prendre quelques jours avant de faire le diagnostic. Donc le microscope va se baser sur de voir les amibes au niveau microscopique. Un élément qui peut nous aider, c'est que dans les bactéries invasives, donc comme une shigelle, Campylobacter, on va souvent avoir beaucoup de globules blancs et des globules rouges, tandis que dans la dysenterie amibienne, on va surtout voir beaucoup de globules rouges et un peu de globules blancs parce qu'il y a plus d'hémorragie dans la dysenterie amibienne que dans la dysenterie bactérienne. Ce sont les éléments qui vont diriger le diagnostic, on ne peut pas se fier là-dessus. Alors, ce qu'on va voir au microscope, c'est les formes trophozoïtes. Et quand on voit des globules rouges à l'intérieur, à ce moment-là, on est tranquille, on a notre diagnostic, c'est une amibiase. Mais si on voit le trophozoïte simple, sans globules rouges à l'intérieur, ou les kystes, on ne peut pas le distinguer d'un améba dispare, donc on n'a pas une certitude diagnostique. Et aussi, la sensibilité de l'écran microscopique n'est pas très élevée, comme vous voyez ici, c'est de 33 à 50% des cas. Ça, c'est quand on prend un échantillon de sel ordinaire. Par contre, si on fait une rectoscopie et qu'on voit des ulcères et on va chercher les sécrétions au niveau de l'ulcère, là, on a beaucoup plus de chances de retrouver des trophozoïtes de histolytica avec des globules rouges à l'intérieur et on va pouvoir faire le diagnostic avec plus de sensibilité. Comme ça, je l'ai déjà dit. Alors, donc, le fait d'avoir accès à quelqu'un qui fasse une rectoscopie ou une colonoscopie rapide, ça va nous permettre de faire un diagnostic. Évidemment, on va éviter cet examen-là quand la personne a un mégacolon toxique ou une forme fulminante, parce que là, on risque la rupture. Et là, il faut traiter empiriquement avec un chirurgien qui peut intervenir dès qu'il y a des signes de complications chirurgicales. Il y a d'autres tests qui sont peut-être moins accessibles que la microscopie. C'est la détection d'antigènes. Comme il y a des ELISA qui détectent les antigènes de histolytica, et ça va permettre de les distinguer de dispares. Il y a aussi le PCR
qui peut être fait aussi et qui peut nous donner une réponse assez rapide si le laboratoire le permet. Donc la sensibilité est très grande avec le PCR. La sérologie est bonne, mais elle est meilleure dans les formes hépatiques. Elle est positive à peu près à 80-88% dans les formes dysentériques. Mais elle va être moins positive dans les formes plus légères d'amybiase intestinale. Donc, à la sigmoïdoscopie, colonoscopie, on va voir, comme on avait vu les images, des ulcérations qui ressemblent à la colite ulcéreuse. Donc, faire attention avant de poser un diagnostic de maladie inflammatoire de l'intestin. Et si on prend les spécimens au bord de l'ulcère, on aura plus de chances de trouver des trophozoïtes et poser un diagnostic avec plus de certitude. Bon, pour le foie, donc quand on suspecte un abcès amybien du foie, donc on aura une leucocytose et à l'imagerie, on va pouvoir objectiver l'abcès. Donc, il faut faire attention parce qu'au début de l'abcès, comme le tissu hépatique n'est pas encore liquéfié, on peut avoir des images qui sont moins typiques d'un abcès. Ça peut même ressembler à un hépatome au niveau du foie, mais ça c'est dans les phases initiales de l'abcès. Mais cliniquement, quand même, le tableau clinique est quand même plus aigu qu'un cancer du foie. On aura de la fièvre, on va avoir la douleur au niveau de l'hypocondre droit et la palpation du foie qui va nous diriger davantage vers le diagnostic de l'abcès amybien du foie. Ici, on a d'autres images quand même qui montrent des abcès multiples au niveau du foie. Et ici, c'est un cas qui a été publié récemment dans le New England Journal of Medicine et on voit l'abcès au niveau du foie. Si on met du contraste, il va y avoir le rehaussement autour de l'abcès qui a été ponctionné. Donc vous voyez un pus qui est plutôt brunâtre et la microscopie, on a vu à l'intérieur de l'abcès le trophozoïte avec un petit pseudopode qui permet de poser le diagnostic d'un abcès amybien du foie. Alors, l'abcès du foie, bon, évidemment, cliniquement, on va être toujours pris entre le dilemme, est-ce que c'est un abcès bactérien ou est-ce que c'est un abcès amybien? Quand on a une forte suspicion d'abcès amybien du foie, on va traiter comme un abcès amybien avec du métronidazole et on pourra procéder secondairement à l'aspiration s'il n'y a pas de réponse après 2-3 jours d'antibiotiques. Certains cliniciens vont aspirer le kyste d'emblée pour distinguer s'il s'agit d'un abcès amybien ou un abcès bactérien. Idéalement, on peut aussi, la ponction aspiration va aider aussi au traitement de l'abcès et en même temps éviter les complications. Par exemple, si l'abcès est un peu plus gros et qu'on l'aspire, il y a moins de chances de rupturer dans le péritoine. Dans le cas donc du pus qu'on va avoir avec le kyste amybien, l'abcès amybien du foie, il va être plutôt chocolaté et pour pouvoir voir le parasite, il faut le rechercher à la fin de la ponction. Donc les premières, ceux qu'on aspire en premier, il n'y aura pas énormément de parasites dedans, mais les résidus, donc ce qui est aspiré à la fin de la ponction, c'est là où on va avoir beaucoup plus de chances de retrouver le parasite. Voilà. Donc maintenant, avec l'échographie interventionnelle, c'est devenu beaucoup plus facile d'aspirer un abcès. Donc on peut se dire, dès qu'on est en face d'un abcès au niveau du foie et qu'on a un bon échographiste qui peut nous faire une ponction aspiration du foie, on peut se fier là-dessus pour pouvoir distinguer des deux.
Évidemment, quand on ne peut pas le faire, comme je me souviens qu'on a eu un cas au Bénin il y a 6 mois, ça ressemblait beaucoup à un abcès amibien du foie, c'est un enfant d'une douzaine d'années. On a décidé de le traiter comme un abcès bactérien et un abcès amibien. Donc on a combiné le métronidazole avec un antibiotique pour les germes bactériens au niveau du foie quand on n'a pas la capacité de distinguer les deux. Et dans ces cas-là, ils vont quand même bien répondre. Mais idéalement, l'aspiration va aider dans les deux cas, la guérison et le diagnostic. Alors, pour le traitement, donc on va au niveau de l'intestin, quand on a diagnostiqué une amibiase, parce qu'on a fait une recherche dans les selles, qu'on a trouvé des kystes qui ont été identifiés grâce à un PCR ou un ELISA sur les selles comme étant un Entamoeba histolytica, donc quelqu'un qui a une forme asymptomatique, on a juste besoin de donner un traitement pour la forme luminale, donc les kystes. Parce qu'il faut vraiment retenir, et ça c'est un point important, c'est que le flagelle n'agit pas sur les kystes, il agit uniquement sur les trophozoïdes. Donc, si vous traitez un individu avec du métronidazole, donc du flagelle, qui a une dysenterie amibienne, vous allez guérir sa dysenterie, mais il va continuer d'avoir des kystes. Ces kystes-là, il peut donc continuer à les excréter dans les selles et en contaminer sa famille ou son environnement, mais ils peuvent aussi plus tard être la source d'un abcès au niveau du foie. Donc, quand on traite une personne avec le métronidazole, il faut aussi le faire suivre avec un traitement d'un agent qu'on dit luminal, donc actif contre les kystes. Puis il y en a 3 essentiellement, c'est l'iodoquinol, la paramomycine et le diloxanide, le furoate de diloxanide, qui sont ici sur le tableau. Et donc les formes invasives avec des trophozoïdes qui sont à la base de la pathologie. Donc c'est le métronidazole, notre premier choix. Et il y a le tinidazole, donc qui est un autre imidazolé qui est mieux toléré que le métronidazole, parce que le métronidazole, c'est un médicament qui est désagréable à prendre, qui a un mauvais goût, qui donne des nausées. Il y a plusieurs personnes qui ne le tolèrent pas, mais le tinidazole est mieux toléré. Et le métronidazole et le tinidazole aussi, il y a l'effet antabuse, ça veut dire les personnes qui prennent ce médicament-là, qui boivent de l'alcool, risquent de vomir. Le nitazoxanide est efficace. Il est cher. Je ne sais pas à quel prix il est chez vous en Haïti si vous l'avez, mais aux États-Unis, il est extrêmement cher. Nous, on ne l'a pas au Canada. Il n'est pas approuvé, homologué par notre FDA canadien. Et comme j'ai expliqué, on suit avec un agent luminal. Donc, on va traiter les formes péros, mais le plus possible. Mais si le patient n'est pas capable de tolérer le médicament, qu'il vomit ou qu'il est toxique, on va le traiter intraveineux et suivre après avec le traitement antiluminal pour éliminer le kyste. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'autre point important, c'est qu'il faut être prudent en cas de colite ulcéreuse, parce que s'il a une amibiase sous-jacente ou que sa colite est causée par les amibes, les stéroïdes peuvent induire une forme fulminante d'amibiase. Bon, alors, ça c'est un peu de prévention. Donc, il y a l'hygiène, l'eau, le lavage des mains, la couverture des aliments pour empêcher qu'ils soient contaminés par des insectes. Ceux qui travaillent dans la restauration, ce serait quand même important de les dépister pour voir s'ils n'ont pas des amibes et leur donner un traitement. On peut aussi nettoyer les légumes avec de l'eau qui contient de l'iode et puis les rincer avec de l'eau propre.
On peut aussi décontaminer l'eau avec de l'iode quand on veut boire de l'eau, quand on est sûr de sa qualité, avec de l'iode. Et ici, j'ai mis les recettes d'iode qu'on peut mettre. Et voilà. Donc, c'est un petit peu la présentation sur les amibes. Et je suis content, on a quelques minutes pour les questions. Voilà. Alors, je vous écoute.